3 semaines après que son mari lui eut tout pris, la maison, la voiture, 30 ans de travail, Loretta utilisa le dernier dollar qui lui restait au monde pour acheter un restaurant abandonné. Elle ouvrit la porte d'une réserve au fond de la cuisine. À l'intérieur, il y avait 31 bouteilles portant le nom de sa grand-mère. Elle ne le savait pas encore, mais ces bouteilles allaient déclencher la chute de l'homme qui avait passé 18 mois à s'assurer qu'elle ne possède plus rien. Il avait oublié une chose. La seule chose qui allait le détruire. La réserve sentait la poussière et quelque chose en dessous de cette odeur que Loretta ne parvenait pas immédiatement à identifier. Elle était restée debout dans l'encadrement de la porte pendant 2 minutes sans bouger. Elle n'avait pas prévu d'ouvrir cette porte aujourd'hui. Elle était venue pour mesurer la cuisine, déterminer quel équipement fonctionnait encore et ce qu'il fallait remplacer. Elle tenait un carnet à la main avec une liste de vérification, et rien sur cette liste n'incluait la réserve au fond. Mais la porte était là, et elle l'ouvrit. La lumière de la cuisine s'étendit sur le sol et s'arrêta à ses pieds. Au-delà, la pièce était sombre. Des chaises cassées empilées contre un mur, de vieux équipements recouverts de toile, des cartons de fournitures en papier ramollis par le temps. 8 années sans que personne n'entre ici. 8 années à garder une porte fermée. Contre le mur du fond, recouverte de toile, se trouvaient des caisses en bois. Elle faillit passer devant. Elle faillit se dire qu'il ne s'agissait que de vieux équipements et retourner à son carnet, à sa liste. Elle s'en approcha à la place. Elle retira la toile d'une main. Dessous, des bouteilles 31, chacune scellée à la cire, chacune portant une étiquette manuscrite dont l'encre avait pâli sans disparaître. Elle en prit une. Elle lut l'étiquette. Elle ne bougea plus pendant un long moment. Tremé original, Estelle May Williams, New Orleans, Louisiana. Loretta resta là, dans cette réserve sur Edgewood Avenue à Atlanta, tenant le nom de sa grand-mère entre ses mains, sans émettre un seul son. Elle avait 21 000 $ à son nom. Elle avait acheté ce bâtiment 3 semaines après que son mari lui eut remis les papiers du divorce. Elle avait ouvert cette porte en n'attendant rien. Elle n'avait pas attendu cela. Elle ne savait pas encore ce que cela signifiait. Elle le comprendrait plus tard. Loretta avait grandi sur Tremé Street, à la Nouvelle-Orléans, dans la cuisine de sa grand-mère. Estelle May Williams cuisinait chaque jour, et Loretta était à ses côtés chaque jour. La cuisine était l'endroit où tout ce qui comptait se passait dans cette maison. Là où l'on discutait des nouvelles du jour, où l'on résolvait les problèmes, où l'on transformait presque rien en nourriture pour nourrir tous ceux qui en avaient besoin. Estelle préparait une sauce piquante, une recette transmise depuis 2 générations avant elle. Elle commença à la mettre en bouteille quand Loretta eut 12 ans, parce que les voisins ne cessaient d'en demander, et Estelle décida que s'ils allaient demander autant de fois, autant que cela en vaille la peine. Tremé original. Quand Loretta quitta la Nouvelle-Orléans à 24 ans pour Atlanta, sa grand-mère lui remit 2 choses. Un livre de recettes manuscrit, chaque page remplie, 30 années de cuisine consignées dans l'écriture soignée d'Estelle, et une petite photographie glissée à l'intérieur de la couverture. Estelle devant sa cuisine de Tremé Street en 1987. 31 ans, un pot de sauce piquante dans chaque main, souriant comme si elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait encore. Loretta garda ces 2 choses pendant 30 ans. Elle épousa Calvin Simmons à 27 ans. Il était charmant, ambitieux, et il avait un plan pour tout y compris pour elle. Elle crut que son plan et son instinct ne faisaient qu'un. Ce n'était pas le cas. Pendant 30 ans, elle s'occupa de la maison, éleva 2 enfants, reçut les clients de son mari et géra les comptes de son entreprise immobilière sans salaire ni titre. Chaque relation que Calvin avait à Atlanta passait par les dîners qu'elle préparait et les conversations qu'elle rendait possibles. Elle bâtit les fondations de sa vie avec ses mains, son temps et son intelligence. Son nom ne figurait nulle part, ni sur l'entreprise, ni sur les comptes, ni sur l'acte de propriété de la maison où ils avaient vécu 22 ans. Elle avait signé des papiers au fil des années sans les lire attentivement, parce que c'est ce que l'on fait quand on fait confiance à quelqu'un. Quand on n'a aucune raison de ne pas faire confiance, on signe. On passe à autre chose. On prépare le dîner. Calvin avait commencé à préparer le divorce 2 ans avant de lui remettre les papiers. Il avait rencontré quelqu'un dans son entreprise, une femme de 30 ans plus jeune qui voyait en lui ce que Loretta avait vu autrefois avant de comprendre ce qui se cachait dessous.
Ses avocats passèrent 18 mois à restructurer tout ce qui pouvait l'être. La maison avait été refinancée 3 ans plus tôt, transférant l'acte uniquement au nom de Calvin. Loretta avait signé ce document aussi. Elle se souvenait du stylo dans sa main. Elle ne se souvenait pas que quelqu'un lui ait expliqué ce qu'elle abandonnait réellement. Les comptes de l'entreprise avaient été organisés pour rendre sa contribution invisible. Les économies transférées sur des comptes à son nom. Les investissements verrouillés dans un trust dont Calvin était l'unique bénéficiaire. Quand l'avocat de Loretta intervint, l'équipe de Calvin avait 18 mois d'avance. Les 22 000 $ restés sur le compte commun furent la seule chose qu'ils manquèrent. Tout le reste était déjà légalement inaccessible. Elle sortit de 30 ans avec 22 000 $, une vieille voiture, ses vêtements et le livre de recettes de sa grand-mère. Elle garda 1 000 $ en réserve. 3 semaines plus tard, elle conduisait dans Old Fort Ward sans destination précise quand elle passa devant un bâtiment fermé sur Edgewood Avenue. Les fenêtres étaient couvertes de papier. L'enseigne au-dessus de la porte était fanée, écaillée. Une annonce « à vendre » était collée sur la vitre. Elle s'arrêta. Elle resta un moment à regarder le bâtiment. Puis elle appela le numéro. Le bâtiment était celui de Delia, un restaurant de soul food qui avait nourri le quartier pendant 20 ans avant de fermer 8 ans plus tôt. La propriétaire, Miss Delia Pratt, 84 ans, vivant dans une maison de retraite à 2 catures, essayait de le vendre depuis 4 ans. Personne n'en voulait. L'équipement était vieux. Le quartier avait changé. Chaque mois lui coûtait de l'argent qu'elle n'avait pas. Loretta proposa 21 000 $, 10 000 de moins que le prix demandé. Miss Delia accepta avant même qu'elle termine sa phrase. 21 000 en main valait mieux que 31 000 qui n'étaient jamais venus en 4 ans. Loretta acheta le bâtiment un jeudi matin. Elle le parcourut seule l'après-midi même. La cuisine était poussiéreuse mais intacte. La salle nécessitait des travaux, mais la structure était bonne. Au fond, il y avait cette porte de réserve qu'elle n'avait pas encore ouverte. Elle l'ouvrit. Vieux équipements, chaises cassées, fournitures abîmées par le temps, et contre le mur du fond, les caisses. Elle savait déjà ce qu'elle avait trouvé. Vous aussi. Mais en se tenant là une seconde fois, sachant désormais qui elle était, ce qu'on lui avait pris, ce que représentait 21 000 $ quand c'était tout ce qui lui restait, l'étiquette sur ces bouteilles prenait un sens différent. Ce n'était pas de la chance. Une femme qui avait tout perdu ne tombait pas par hasard sur une réserve pour y trouver le nom de sa grand-mère sur une bouteille. C'était 30 années d'une vie qui ne pouvait pas être réduite à un acte de propriété, un solde bancaire ou un document juridique. La sauce d'Estelle s'était retrouvée dans ce bâtiment parce qu'Estelle avait construit quelque chose de réel, quelque chose qui lui avait survécu, quelque chose qui avait traversé les années, les portes fermées, 8 ans de silence, pour atteindre la seule personne à qui cela était destiné. Loretta n'avait qu'à être là. Et elle était là. Avec 21 000 $, un livre de recettes, et plus rien à perdre. Tremé original, Estelle May Williams, New Orleans, Louisiana. Dans l'une des caisses se trouvait un dossier, une correspondance entre Estelle et Miss Delia remontant à 15 ans. Des commandes mensuelles, des notes manuscrites sur les lots les plus forts et ceux qui demandaient plus de temps. Et sous ces lettres, des accords de fabrication, des documents officiels signés, datés, attribuant les droits de Tremé original à Estelle May Williams et à ses héritiers directs. Loretta lut les accords 2 fois. Elle comprenait qu'ils étaient importants. Elle ne comprenait pas encore à quel point. Elle prit le dossier et appela un avocat. Le cabinet se trouvait sur Auburn Avenue. Loretta s'assit en face du bureau, posa le dossier entre eux et attendit. L'avocate lut tout attentivement, puis releva les yeux. Les droits de marque hérités avant le mariage constituent un bien propre selon la loi de Géorgie. Cet accord a été signé en 1987. Vous avez épousé Calvin Simmons en 1993. Il est antérieur de 6 ans à votre mariage. Votre grand-mère est décédée en 2019. Vous êtes son unique héritière directe. Elle marqua une pause. La marque vous appartient. Juridiquement propre. Inattaquable. Loretta resta silencieuse un moment. 31 bouteilles dans une réserve fermée depuis 8 ans. Le nom de sa grand-mère sur chaque étiquette. Sa signature sur chaque accord. 8 ans à attendre la seule personne à qui elles appartenaient. Elle demanda combien cela pouvait valoir.
L'avocate ne le savait pas encore, mais elle savait qui consulter. Lorsque Loretta déposa officiellement les documents pour revendiquer la propriété de Tremé original, l'enregistrement devint public. L'équipe de Rowan Elia Dupré avait mis en place une alerte sur toute activité juridique liée à cette marque. Ils la recherchaient depuis 3 ans. Ils avaient remonté la piste jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Ils avaient appris la mort d'Estelle en 2019. Mais ils n'avaient trouvé aucun héritier vivant. Le dépôt déclencha l'alerte. L'équipe de Rowan contacta l'avocate de Loretta dans les 2 semaines. Ils se rencontrèrent dans un restaurant de Midtown, à Atlanta, un mercredi matin. Le choix de Rowan, un établissement créole qu'il possédait sur Peachtree Street, imprégné des odeurs de la cuisine avec laquelle Loretta avait grandi. Elle le remarqua immédiatement. Elle ne fit aucun commentaire. Rowan Elia Dupré avait 54 ans. Né à la Nouvelle-Orléans, il avait bâti Dupré Food Group à partir d'un seul restaurant créole à Atlanta pour en faire la plus grande entreprise afro-américaine de restauration et d'hôtellerie du sud des États-Unis. Depuis 8 ans, il rachetait des marques alimentaires régionales authentiques, sauces piquantes, mélanges d'épices, condiments ancrés dans une vraie histoire. Il faisait la différence entre un produit et un héritage. Toute son entreprise reposait sur cette distinction. Loretta s'était renseignée sur lui la veille au soir, avait lu plusieurs portraits. Elle s'attendait à quelqu'un de poli, transactionnel, un homme capable d'endosser la chaleur humaine comme un costume et de l'ôter une fois la réunion terminée. Il n'était pas ainsi. Assis en face d'elle, avant même qu'elle n'ouvre le dossier entre eux, il lui demanda quelle odeur avait la cuisine de sa grand-mère un dimanche matin. Loretta le regarda. Du piment de Cayenne, du beurre, et quelque chose de sucré en dessous que je n'ai jamais su nommer. Rowan hocha lentement la tête. La cuisine de ma grand-mère sentait exactement la même chose. À 2 miles de Tremé Street. Ça fait 3 ans que j'essaie de retrouver ce goût. J'ai goûté 50 sauces piquantes. Aucune ne s'en approche. Il fit glisser un dossier vers elle. À l'intérieur, tout ce que son équipe avait rassemblé sur Tremé original. Des archives de distribution des années 1990, des critiques dans des publications culinaires de la Nouvelle-Orléans, des lettres de restaurants ayant tenté de s'en procurer après l'arrêt de production d'Estelle. Une note manuscrite d'un chef de bâton rouge indiquait qu'il essayait de recréer cette saveur depuis 11 ans sans jamais y parvenir. Loretta tourna les pages lentement. Sa grand-mère avait construit quelque chose de réel, quelque chose que l'on cherchait encore longtemps après sa disparition. Personne dans sa famille ne le savait. Estelle ne l'avait jamais caché. Personne n'avait jamais posé la question. Loretta releva les yeux. « Je ne suis pas là pour vous racheter, » dit Rowan. « Je suis là pour construire quelque chose avec vous. La recette de votre grand-mère, votre nom dessus, ma distribution, un partenariat à parts égales. » Loretta referma le dossier. « J'ai besoin de réfléchir. »« Prenez votre temps, » répondit-il. Elle le rappela le lendemain matin. Loretta pensait que Calvin disparaîtrait de sa vie une fois le divorce terminé. Prendre ce qu'il avait pris et passer à autre chose. C'était Calvin. Cela avait toujours été Calvin. Elle s'était trompée. Il revint pour la seule chose qu'il avait manqué. Calvin l'a pris par Camille. Pendant des mois après le divorce, Loretta avait cru que sa fille était la seule encore de son côté. Camille appelait chaque semaine, demandait comment elle allait, posait des questions sur le bâtiment, sur ce qu'elle avait trouvé à l'intérieur, sur les avocats qu'elle avait contactés. Elle semblait inquiète. Elle parlait comme une fille préoccupée par sa mère. Loretta répondait honnêtement à toutes ces questions, parce que Camille était sa fille et qu'elle n'avait aucune raison de ne pas lui faire confiance. Chaque conversation était transmise à Calvin. Camille Simons-Archer, 28 ans, mariée, vivant à Charlotte, surveillait sa mère depuis le jour où les papiers avaient été remis. Appels réguliers, questions précises, rapport à son père sur ce que faisait Loretta, où elle se trouvait, ce qu'elle semblait accumuler. Quand Loretta acheta le bâtiment sur Edgewood, Camille en informa Calvin dans les 48 heures. Quand Loretta déposa les documents de propriété de la marque, elle le lui dit aussi. Les avocats de Calvin déposèrent un recours en juin. Ils soutinrent que la marque avait été découverte pendant la période où la procédure n'était pas encore finalisée et constituait donc un bien marital à partager. Ils citèrent les informations de Camille comme preuve. Ces messages à Calvin, envoyés pendant qu'elle appelait sa mère, furent joints au dossier judiciaire. Calvin appela Loretta lui-même la veille de l'audience.
Elle regarda son nom s'afficher et resta un moment immobile avec le téléphone en main. Puis elle répondit. Il prononça son prénom doucement, comme s'il signifiait encore quelque chose, comme si les 18 mois de préparation n'avaient pas existé. « Je suis là, dit-elle. » Il affirma que la marque ne valait pas la peine de se battre, qu'il pouvait régler cela discrètement, qu'il ne voulait pas lui faire de mal, qu'il voulait simplement ce qui était juste. Loretta ne répondit pas tout de suite. « Calvin, dit-elle, tu as pris la maison, tu as pris la voiture, tu as pris 30 ans de mon travail et tu as tout structuré pour que mon nom n'apparaisse nulle part. Tu as eu 18 mois pour décider de ce qui était juste. Tu as déjà décidé. » Il tenta de parler. « Ne m'appelle plus. » Elle raccrocha. Elle resta quelques minutes dans sa voiture, dans le noir, devant le cabinet de son avocate. Ni en pleurs, ni en colère. Elle n'attendait plus que quelque chose change. Elle le ressentait clairement pour la première fois. Puis elle entra. Lors de la première audience, la juge lut l'accord de fabrication. Elle lut la date. Elle lut la date du mariage. Elle lut la loi de Géorgie sur les biens hérités. Elle regarda l'avocat de Calvin. Elle regarda Calvin. Elle referma le dossier. Requête rejetée. L'avocat de Calvin lui factura 34 000 $ pour cette procédure. Le dossier était public. Le mari de Camille le lut en ligne. Il vit le nom de sa femme dans les documents. Il lut ce qu'elle avait envoyé à son père. Les dates. Chaque message envoyé pendant qu'elle appelait sa mère. Il posa le téléphone et regarda sa femme. Camille appela Loretta 3 semaines plus tard. Elle avait besoin d'un endroit où aller. Loretta écouta sans interrompre. « Tu m'as pas appelé quand moi j'avais besoin d'un endroit, » dit-elle. Elle raccrocha. Calvin avait passé 30 ans à utiliser des structures juridiques pour prendre aux autres. Il l'avait fait à Loretta. Il l'avait fait à d'autres. Les autres parlèrent quand l'enquête fédérale s'ouvrit. Loretta ne porta jamais plainte. L'enquête fut déclenchée par un schéma que les avocats de Calvin ne purent plus contenir une fois examinés devant un tribunal. 3 autres cas. Même structure. Même logique. Même résultat. Devant Calvin Simmons, 31 ans, 6 ans dans l'entreprise, associé senior, avait signé les documents. Il savait ce qu'il signait. Il l'avait fait parce qu'il croyait ces structures intouchables et parce qu'il avait passé sa vie à calculer où allait l'argent. Il s'était trompé. Les mêmes documents censés protéger Calvin devinrent les preuves. Le nom de Devon y figurait. Clair. Daté. Sa signature sur des transferts qu'un enquêteur pouvait suivre en une après-midi. Devon appela Loretta. Pas pour s'excuser. Pour savoir si elle avait parlé. Si elle pouvait faire quelque chose. Elle écouta, puis répondit qu'elle n'avait rien dit, que ce qui lui arrivait, il l'avait construit lui-même. Elle raccrocha. Devon perdit sa licence. À 31 ans, son nom était lié à une enquête fédérale. Personne ne lui répondit plus. Calvin perdit son entreprise. Sa licence. La femme pour qui il avait quitté Loretta le quitta à son tour. Elle n'était là que pour ce qu'il représentait. Et cela avait disparu. Il finit dans un petit appartement à Marietta, avec une affaire fédérale en cours et un nom que plus personne ne voulait associer. 30 ans de négociations réduits à un numéro de dossier. Il appela Loretta une fois. Elle laissa son téléphone sonner. Il appela Devon. Devon ne répondit pas. Calvin n'était plus utile. Il comprit enfin ce que cela faisait de voir 30 ans de vie ne rien représenter. Il avait construit exactement ce qu'il méritait. Loretta se rendit dans la maison de retraite de Decatur un mardi matin. Miss Delia Pratt avait 84 ans. Petite, lucide. Elle avait passé sa vie à observer et n'avait pas cessé. Loretta s'assit en face d'elle et se présenta. Son nom, le nom de sa grand-mère. Miss Delia resta silencieuse. Pas de confusion. De la reconnaissance. Elle attendait cela depuis longtemps. La petite fille d'Estelle, dit-elle. Oui, madame, dit Loretta. Miss Delia la regarda longuement. J'ai gardé ces bouteilles parce que je ne pouvais pas jeter quelque chose qu'Estelle avait fait de ses propres mains. Quand le restaurant a fermé, j'ai verrouillé cette pièce et je me suis dit que je trouverais une solution plus tard. Ce plus tard est devenu 8 ans. J'ai essayé de contacter Estelle, mais elle était déjà malade. Puis elle est partie. Je ne savais pas à qui les donner. Alors je les ai gardés, parce que les jeter me semblait mal. Vous les avez gardés pour moi, répondit Loretta. Vous ne le saviez simplement pas encore. Miss Delia tendit la main et posa la sienne sur celle de Loretta. Elles restèrent assises ensemble dans cette petite pièce pendant 2 heures. Miss Delia parla d'Estelle, de la façon dont elle arrivait chaque mois avec des bouteilles fraîches enveloppées dans du tissu,
de la manière dont elle n'augmentait jamais ses prix même quand on le lui conseillait, de la façon dont elle demandait toujours des nouvelles des clients par leur nom, même si elle n'en avait jamais rencontré la plupart. Loretta écouta chaque mot. Elle avait grandi aux côtés de la meilleure amie de cette femme sans le savoir, jusqu'au jour où elle ouvrit une porte de réserve sur Edgewood Avenue avec 21 000 $ en poche. En quittant les lieux, elle appela son avocate depuis le parking. Un accord de paiement mensuel fut établi cette semaine-là. Ce n'était pas une obligation légale. Miss Delia avait conservé ses bouteilles pendant 8 ans sans savoir à qui les rendre. Loretta ne faisait que lui rendre l'appareil. 8 mois après le divorce, Ruthie Bowman envoya un simple message. « Je voulais juste que tu saches que je n'ai jamais cessé de penser à toi. Tu as toujours été bonne avec moi. » Rien de plus. Aucune demande, aucune intention cachée. Loretta le lut 3 fois avant de rappeler. Ruthie avait travaillé 14 ans dans la maison des Simmons. Elle avait vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir. Elle était venue discrètement prévenir Loretta, sans preuve, sans drame, simplement pour dire que quelque chose n'allait pas et qu'elle devait surveiller les comptes. Loretta ne l'avait pas vraiment entendue à l'époque. Elle était trop plongée dans sa vie pour voir ce qui se passait autour d'elle. Elle comprit plus tard, assise dans le bureau d'un avocat, que l'argent avait disparu, que la maison n'était plus à elle, et que l'homme en qui elle avait eu confiance pendant 30 ans avait passé 18 mois à préparer son départ en la laissant sans rien. Ruthie avait été la seule à essayer de la prévenir. Calvin l'avait licenciée la semaine où les papiers avaient été signifiés. Pas de préavis, pas d'indemnité. Juste un message envoyé par son assistante, ses services n'étaient plus requis. 14 ans de travail et un simple message. Pendant 8 mois, Ruthie travailla comme femme de ménage dans un hôtel de Buckhead. Moins d'argent, aucun avantage. Des matins à nettoyer des chambres pour des gens qui ne levaient même pas les yeux de leur téléphone. Elle envoya ce message parce qu'elle avait entendu dire que Loretta avait acheté un bâtiment sur Edgewood. Elle voulait simplement lui dire qu'elle pensait à elle. Elle n'attendait rien en retour. Qu'Entremets sur Edgewood ouvrit, Ruthie devint responsable de salle. 2 jours avant l'ouverture, Loretta l'avait appelée dans la cuisine, l'avait fait asseoir à la table de préparation et lui avait dit ce qu'elle devait dire avant que le bruit du service ne rende les conversations impossibles. « Tu as essayé de me prévenir quand personne d'autre ne l'a fait. Tu as vu ce qui se passait et tu m'as dit la vérité, même si ça te coûtait quelque chose. » Ruthie voulut minimiser. « Ce n'était pas rien, » répondit Loretta. « Ce restaurant a une place pour toi. Une vraie place. Avec ton nom, des avantages, tout ce que tu aurais dû avoir après 14 ans. » Ruthie resta silencieuse un moment. « Je ne voulais simplement pas que tu sois prise au dépourvu, » dit-elle. « Je sais, » répondit Loretta. « C'est pour ça que tu es ici. » Ruthie n'avait pas eu d'assurance santé depuis 11 ans. Son nom fut inscrit sur le tableau du personnel le matin de l'ouverture. Old Fort Ward, Edgewood Avenue. La file s'étendait déjà le long du pâté de maisons avant même l'ouverture. Des gens qui avaient vu l'enseigne apparaître. D'autres qui avaient senti les odeurs pendant les essais. Le bouche à oreille s'était répandu rapidement. À l'intérieur, l'odeur des recettes de la grand-mère de Loretta emplissait chaque pièce. Piment de Cayenne, beurre, et cette note sucrée impossible à nommer. Toutes les tables étaient occupées. La cuisine tournait à plein régime. Rire, conversation, le bruit vivant d'une salle pleine remplissait ce bâtiment qui, 8 mois plus tôt, n'était qu'une coquille abandonnée. Avant le service, Loretta entra seule dans la cuisine. Elle ouvrit le carnet de recettes. À la première page, elle sortit la photo qu'elle gardait depuis 30 ans. Estelle May Williams, 1987. 31 ans, un pot de sauce piquante dans chaque main, souriante comme si elle savait quelque chose que les autres ignoraient. Loretta fit encadrer la photo ce jour-là. Un cadre simple, sans cérémonie. Elle l'accrocha elle-même près de la porte de la cuisine. Tous ceux qui entraient passaient devant. Quand le restaurant fut plein, Ruthie se plaça à côté d'elle. Elles regardèrent ensemble ce qu'elles avaient construit. Une salle pleine d'inconnus mangeant quelque chose qui avait failli ne jamais sortir d'une réserve. Une sauce restée 8 ans dans des caisses. Une histoire retrouvée. Loretta May Simmons, 58 ans, debout dans un restaurant acheté avec son dernier dollar. Le nom de sa grand-mère au-dessus de la porte. Ses recettes dans chaque assiette. Calvin avait pris la maison, la voiture, 30 ans de travail. Il pensait l'avoir laissée sans rien. Il lui avait laissé l'essentiel. Parce que la seule chose qu'il n'avait jamais comprise, celle qu'il ne pouvait pas prendre, c'était son origine. La cuisine de sa grand-mère. Les recettes. La mémoire. On ne peut pas voler ce qu'on ne voit pas.
Ceux qui ne voient que la valeur écrite sur le papier passent toujours à côté de l'essentiel. Et quand ils s'en rendent compte, il est déjà trop tard. Si cette histoire t'a parlé, partage-la. Calvin est revenu après le divorce pour réclamer Tremé original. Il a perdu. Il a tout perdu. Voici la vraie question. Si quelqu'un te prenait tout pendant 30 ans, puis payait le prix de ses actes, tu lui pardonnerais ou tu le laisserais vivre avec ses choix?